Bon, j'ai beaucoup insisté sur l'emboîtement de ce que j'ai appelé les cycles de recherche dans lesquels je suis impliqué en recherche agraire. Donc, tout ce qui touche à l'intensification, c'est-à-dire cet objectif qui consiste à accroître la productivité du sol et donc des producteurs. L'expansion de l'agriculture, c'est-à-dire accroître la production en étendant les terroirs, les zones de production. Et l'une des conséquences évidentes, pas seulement dans le sud-est asiatique, parce qu'à l'échelle historique, les transformations agraires en Europe ont impliqué, pour prendre cet exemple, la conquête des forêts. Et cette déforestation, donc, qui en est issue, avec les conséquences sociales sur les populations minoritaires dans presque tous les pays, et le processus même de la déforestation. Là-dessus, j'ai aussi beaucoup travaillé. Et dans ce cas-là, après avoir beaucoup travaillé en Malaisie, je ne l'appelle plus la Malaisie pour des raisons que c'est pas moi qui établis les règles de la langue française, mais je trouve que le bon terme, ça aurait toujours été de Malaisie. J'ai même écrit un livre qui s'appelle La Malaisie, en français. En tout cas, bref, c'est en Indonésie et en Malaisie que l'essentiel des travaux dans lesquels moi je me suis directement impliqué ont été menés. Dans le cadre de ce gros projet de Chatsi, il y avait donc eu des collègues et des équipes qui ont travaillé en Thaïlande, pour ne pas les nommer, en Thaïlande, au Laos, au Vietnam, un peu au Cambodge, aux Philippines, en Indonésie et en Malaisie. Mais moi, pendant les années 90, je me suis intéressé à la question de façon plus spécifique au problème de destruction des forêts, recul de la forêt. Et c'est au Vietnam surtout que ça s'est passé, ces études-là. Alors que j'ai eu là aussi un appui du CRDI, j'ai monté là aussi un projet collectif avec des chercheurs vietnamiens de 2 universités, Hanoï et un centre de recherche aussi à Hanoï, et Thu Duc dans le delta du Mekong au sud d'Ho Chi Minh Ville. Là aussi, des équipes multinationales, des chercheurs canadiens et québécois, en fait essentiellement québécois, et des chercheurs vietnamiens en équipe. Ça a super bien fonctionné dans certains cas. C'est-à-dire que le chercheur vietnamien travaillait sur le terrain avec les Québécois, ce qui était utile à celui-ci, parce qu'au plan de la langue, nos étudiants étaient généralement pas formés du tout à la langue vietnamienne. Il y en a quelques-uns qui l'ont, un en particulier qui a fait des progrès considérables pendant ses études. Et inversement, les étudiants canadiens ou québécois étaient généralement plus avancés, plus formés à la recherche et donc aidaient bien leurs collègues vietnamiens. Et ça a permis des équipes de thèse, des doctorats qui se répondaient et des maîtrises réalisées à l'Université de Laval et à l'Université de Sherbrooke. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient en télédétection à l'époque au département de géographie de l'Université de Sherbrooke, qui étaient très compétents dans ce domaine et qui se sont donc très impliqués dans cette étude où on mesurait donc l'impact de l'expansion agricole sur le couvert forestier. Ça a l'air presque banal de dire, ben oui, c'est évident, si on étend la forêt, c'est au départ de la forêt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le discours des gouvernements, notamment du vietnamien, mais partout, aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, c'est les minorités ethniques qui fichent la forêt en l'air, c'est pas l'expansion de l'agriculture commerciale, que ce soit pour le palmier à huile ou le café. Alors nous, il fallait qu'on remette en question ce mensonge, après tout. Vous savez. Les mensonges de l'État, ils sont planétaires. Hein? On n'a pas besoin de donner des exemples locaux. Et donc, dans le sud-est asiatique, auprès des organismes internationaux, tels la Banque mondiale, tels que la FAO, oui, mais vous savez, les problèmes de recul de la forêt, c'est parce que les minorités ethniques pratiquent l'agriculture sur brûlis. Vous savez, l'agriculture sur brûlis, ça consiste à brûler un pan de forêt, à laisser les cendres s'établir, à préparer la terre sans la défoncer, sans labourer, et à laisser les cultures se répandre. On les aide un peu, bien sûr, mais on ne dérange pas le sol, et on laisse le couvert forestier se reconstituer. Évidemment, les rendements ne sont pas élevés. On n'obtient pas du 5 tonnes de riz à l'hectare, on obtient peut-être 1 tonne de riz à l'hectare, mais il y a aussi des fèves. Il y a aussi de l'élevage à travers ça. Il y a aussi des courges, enfin, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des petits arbres fruitiers, des papayers, etc., des bananiers, bien sûr. Et à un moment donné, il y a trop de végétation, on prend ce qu'on peut, on laisse tomber, on laisse le feu. Ça, je vais un peu vite, là. Au bout de 20 ou 30 ans, on remet le feu, mais entre-temps, on a déjà abattu un autre pan de forêt qu'on cultive, et donc il y a une rotation, non pas des cultures, mais des espaces de culture. C'est une description très rapide de l'agriculture dite itinérante ou sur brûlis.
Bon, c'était de plus en plus remis en question par les États, qui en quelque sorte convoitaient les terres de ces minorités-là pour y répandre les paysans fidèles, ceux dont j'ai dit qu'ils avaient une relation symbiotique avec l'État, cette relation, ce que j'appelle le compromis territorial. Et ça, j'ai personnellement écrit beaucoup sur cette question parce que ça me paraît un enjeu fondamental, historique, classique, universel, le compromis territorial entre l'État et les paysans. Et c'est justement au Vietnam que ça m'a beaucoup frappé, que j'ai vu à quel point, d'une part, le discours était là pour appuyer ce processus dynamique de conquête des forêts organisé par l'État, appuyé par l'État, y compris au plan des infrastructures, en construction des routes, établissement des périmètres de culture. Dans ce cas-là, presque toujours des cultures marchandes, des cultures commerciales, des cash crops. Dans le cas au plateau du Vietnam, c'est bien sûr le café. Et donc, de montrer que contrairement à ce qui était affirmé par y compris des chercheurs qui travaillaient pour le compte, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent officiellement pour le compte de leurs universités ou de la recherche, mais en fait qui travaillent pour les organismes internationaux puis qui écrivent n'importe quoi. Ça, je ne me gênerai pas pour le répéter, je l'ai souvent dit. Et puis bon, si ça va dans le sens de ce que disent la FAO puis la Banque mondiale, votre avenir est assuré. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a des financements, ça fait l'affaire de tout le monde. Alors que quand on remet en question, puis qu'on se dit, ben, écoutez, là, sur le terrain, ce que vous dites être sur les photos, à savoir que, bon, la forêt n'a pas été abattue par l'expansion agricole, sur le terrain, on le voit. L'année dernière, il y avait une forêt, là, puis là, il n'y a plus de forêt, puis c'est du café. C'est quand même pas l'agriculture au brûlé qui est responsable. Bon, en tout cas, de façon rigoureuse, qu'on nous étions parvenus à montrer, et moi, je l'ai résumé dans un petit livre qui s'appelle « Le recul de la forêt au Vietnam », que j'ai réécrit en anglais sous le titre de « Deforestation in Vietnam ». Les deux ont été publiés par le CRDI. Ça démontrait que non, écoutez, c'est l'expansion agricole menée à partir des basses terres, encadrée par l'État, aux fins d'implantation de fronts pionniers, qui est responsable de 90%, sinon 99% de la déforestation en Asie du Sud-Est. Et y compris pour l'établissement non seulement des colonies de paysans, mais des grandes plantations. Dans un contexte où quelquefois les feux de forêt sont allumés comme par hasard, par accident, on dit que c'est les minorités ethniques. En réalité, c'est les compagnies forestières qui l'ont fait. Ça, il y a des exemples multiples à Bornéo, donc dans le domaine indonésien, de cela. Donc ça, je me suis beaucoup activé avec et entraîné des collègues et des étudiants à s'intéresser à cet enjeu. Encore une fois, dans le cadre de ce que j'appelle la transition agraire. Rappelez-vous ce que je dis, j'ai répété à plusieurs de nos rencontres, que je trouve qu'il faut aller travailler avec le microscope s'il faut, mais aussi avec la photo aérienne. Il faut le big picture. Il faut voir pourquoi est-ce que, par exemple, il faut déboiser pour cultiver l'huile de palme. Bien, parce que l'huile de palme, c'est l'Eldorado. C'est la culture qui rapporte le plus, à peu près, dans le monde avec le soja. Et il y a une énorme demande parce qu'on met de l'huile de palme dans tout le junk food qui est disponible dans à peu près tous les Costco et Walmart de ce monde, dans les céréales, dans les sucreries, dans les biscuits, you name it. Et c'est vraiment une consommation qui croît à une échelle ininterrompue, contrairement à... Il n'y a pas de cycle, il n'y a plus de cycle dans le prix de l'huile de palme, contrairement à ce qui arrive dans le café ou le cacao ou autre chose, ou le caoutchouc. L'huile de palme, ça s'étend, la productivité s'accroît, le marché s'accroît, et ça s'infiltre, si je puis dire, dans toutes les cuisines. Et ça sert aussi, bien sûr, de biocarburant. Une autre fumisterie, un autre front sur lequel je me suis impliqué, démontrer que la culture du sol pour faire rouler les voitures, c'est une erreur et c'est une fumisterie, je dis bien. C'est fondé sur un discours, c'est fondé sur des pratiques, c'est fondé sur des mensonges. Le coût environnemental de l'expansion des cultures dites énergétiques, canne à sucre ou betterave, c'est surtout la canne à sucre, pour faire de l'éthanol, et du palmier à huile, surtout pour produire du biodiesel, c'est de la foutaise. Bon, je l'ai écrit, je crois démontré, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ici, parce que c'est un grand débat, hein, évidemment. On va sauver la planète, on va avoir un problème énergétique, on continue, peu importe, à miser sur les hydrocarbures, donc sur les voitures, et il faut les alimenter. Alors on trouve un moyen de se donner bonne conscience en se disant on les fait rouler l'électricité ou on les fait rouler au biocarburant. Ces biocarburants-là n'ont pas lieu d'être.
Bon, pour vous dire que des recherches sur les questions agraires, ça a des liens très étroits avec des enjeux environnementaux, sociétaux, fondamentaux. Un des enjeux sociétaux fondamentaux, c'est le règne de la voiture auquel on est en train de donner des passeports. Les voitures deviennent des citoyens dans nos sociétés de plus en plus et elles ont droit de cité, dans tous les sens du terme. On leur fournit plus de fonds qu'on en fournit à des communautés. Le Canada est un bel exemple. Les infrastructures pétrolières, c'est pourquoi? C'est pour faire rouler des bagnoles, fondamentalement, le pétrole. Bon, je m'emballe un peu là, mais c'est pour vous dire que travailler sur l'agriculture, ça ne veut pas juste travailler le nez dans la gadoue et dans les choux. Hein. Ça touche à toutes sortes d'enjeux fondamentaux comme ceux de nos mécanismes d'urbanisation, de la structuration de nos espaces urbains autour du domaine automobile et tout le bazar. Donc, recherche, intensification agricole, expansion agricole, déforestation, dynamique de transformation de l'agriculture paysanne, empiètement de plus en plus massif des grandes surfaces, des grandes cultures, dirigées bien sûr par les multinationales, possédées par les multinationales, et bien sûr remise en cause du lien privilégié dans ces sociétés à l'échelle historique entre l'État et la paysannerie. Bon, les résultats de tout ça, c'est qu'on a écrit des choses, notamment au Vietnam, j'ai eu des projets sur la déforestation, mais il y a eu aussi un projet en collaboration avec l'Université de Colombie-Britannique et l'Université Laval, où j'étais donc encore à l'époque, je parle des années, fin des années 90, sur l'enjeu de la pauvreté au Vietnam. Un truc, une recherche, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça recherche, mais oui, il y avait de la recherche, appuyée par l'ACDI sur les mécanismes de formation de la pauvreté et bien sûr de résolution des problèmes de pauvreté dans les communautés vietnamiennes. Ça, il y a eu beaucoup de gens impliqués là-dedans, mais moi-même, je l'avoue, ça c'est un projet que je ne chéris pas tellement dans la mesure où les résultats scientifiques ont été très pauvres, comme c'était toujours le cas par les affaires subventionnées par l'ACDI, parce que l'ACDI, eux, ce qu'ils voulaient, c'est des colloques, des concertations, des relations entre les cadres locaux, puis l'ACDI, etc. Puis la recherche, c'est pas vraiment ça qui les intéressait. Puis sur la formation des étudiants, c'était le cadet de leurs soucis. Alors que moi, c'est ces deux-là qui m'intéressent. Bon, mais peu importe. C'était un gros projet. Ça a eu des résultats qui ont été intéressants sur donc, les enjeux de la pauvreté au Vietnam et qui ont fait partie de ce cycle-là que j'ai appelé mes cycles de recherche agraire. Bon, et les résultats, j'ai évoqué directement et indirectement, beaucoup de formations d'étudiants, leurs propres travaux, leurs thèses, leurs mémoires, leurs publications. Parce qu'une chose que je n'ai pas aussi eu l'occasion de beaucoup aborder, on s'est toujours fait, mes collègues et moi-même, impliqués dans ces projets-là, de voir, bien sûr, d'enrôler les étudiants, de les embarquer dans ces aventures-là pour qu'ils puissent en profiter pour faire leurs recherches, leur thèse, bien sûr avec un appui financier parce que ces projets-là étaient toujours plutôt bien appuyés. Bon, ils avaient des bourses, quoi. Mais aussi pour les initier à la recherche et à la publication, à la participation des colloques. Ça, c'est une chose que j'ai toujours beaucoup encouragé chez mes étudiants, les amener dans les colloques universitaires. Ça fait partie du mode d'échange et de concertation dans le monde, pour le meilleur et pour le pire, parce que les colloques sont tout à fait superflus. La majorité sont utiles parce que les chercheurs rencontrent d'autres chercheurs, confrontent leurs idées avec celles des autres, créent des réseaux. Ils ont besoin de réseaux pas seulement en affaires, mais aussi en pensée. Il y a des réseaux du savoir dans le monde. Et les étudiants qui ont participé à tous ces projets, parce que je ne les ai pas tous nommés, là, je crois, ont généralement beaucoup profité. Et la société, à mon sens, en conséquence, parce que c'est bien sûr un produit social qui en résulte. Donc, enseignement pour la recherche pour l'enseignement et la formation des étudiants. Vous savez, je vais y revenir peut-être, mais des fois, je me demande qu'est-ce qui est le plus utile? De bien enseigner, de bien former, de bien écrire, ou plutôt d'écrire des choses utiles? Pour moi, ce n'est pas tranché. Des fois, je me dis, c'est peut-être plus important de mieux enseigner, ou non, c'est plus important d'écrire des choses fondamentales, définitives. Oh là là, définitives. Hein? C'est plus important de montrer les relations entre l'enseignement et la recherche. En tout cas, une chose qui est importante à savoir, qui relie tout ça, il faut se battre pour le rôle du savoir dans nos sociétés, pour la responsabilité intellectuelle des universitaires à titre de promoteurs du savoir, de la compréhension, de la critique, de l'élargissement de la pensée et de l'analyse, et non pas la formation de techniciens pointus, de spécialistes.
Il faut passer par là, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce qu'à ce moment-là, on est instrumentalisé en tant qu'intellectuel. Bon, je disais, là, je me permets de passer à un sujet que j'ai un peu annoncé, c'est que tout en faisant tous ces travaux de recherche de nature agraire, environnementale, donc agriculture et forêt, j'ai jamais perdu de vue Singapour. Ne serait-ce parce que j'y passais presque à chaque fois que j'allais en Asie. C'est quand même une des plaques tournantes du sud-est asiatique. C'est la plus efficace, en tout cas bien plus que Bangkok. Et puis bon, c'est mon alma mater, ou un de mes 2 ou 3 alma mater, c'est là que j'ai fait mon doctorat. Je vous dis, je l'ai mentionné, j'étais là 3 ans, et j'y suis retourné, puis j'ai vu ce qui était déjà amorcé quand j'étais étudiant là-bas, une transformation phénoménale de tout. Le territoire qu'on étend, qu'on agrandit, qu'on verdit. Hein, c'est devenu la cité la plus verte du monde, Singapour. Que l'on gentrifie. On a beaucoup investi dans le logement social à Singapour, mais maintenant les gens sont tous propriétaires. Je n'ai pas le temps d'expliquer l'histoire de Singapour. Je pourrais en parler presque aussi longtemps que de n'importe quel sujet. Les réalisations de Singapour, même celles dont il faut faire la critique, entre autres un gouvernement plutôt autocratique, pas autoritaire, puis autocratique c'est peut-être un peu, je ne devrais pas employer le mot là, mais un gouvernement qui contrôle beaucoup. Mais qui en même temps, bon, c'est pas un pays où on ne peut pas circuler, tout le monde peut entrer et sortir, c'est un pays où l'enrichissement est permis et surtout encouragé. Il est aussi largement partagé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité, au contraire, ça s'accroît comme partout. Mais c'est un pays qui a réalisé des choses assez impressionnantes du point de vue, par exemple, du niveau d'éducation, d'alphabétisation, d'enrichissement de toutes les couches sociales, d'embellissement de la ville. Ça reste, je crois que je ne suis pas le seul à le dire, c'est devenu, je devrais dire, une des plus belles villes du monde. Donc, ce n'est pas la beauté d'Istanbul, ce n'est pas la beauté de Paris, qui sont l'une et l'autre très différentes, mais c'est une ville, parmi les villes modernes du monde, c'est la plus civilisée, la plus agréable, la plus efficace, la plus chaleureuse, notamment parce qu'elle est extrêmement verte. Bon, alors moi, j'ai vu tout ça se dérouler au fil des années. Dès la fin des années 80, fin des années 80, je me disais, bon, mais comment la population fait-elle pour subir ces transformations-là, cette imposition de la transformation? Presque tout le monde à Singapour a été obligé, pendant l'époque où j'ai travaillé, où j'ai fréquenté, déjà à cette époque-là, puis ça n'a pas cessé, à déménager. L'État a une caractéristique fondamentale, c'est que comment l'État est propriétaire de tout terrain. Personne ne possède de terrain à Singapour. On peut avoir un bail de 99 ans, mais c'est l'État qui contrôle la propriété. Et si l'État, par exemple, décide que ce sur quoi il vous a cédé un bail de 99 ans, il en a besoin pour établir une école, ou une piste d'aéroport, ou une autoroute, ou une tour HLM, ou un jardin, il va le faire, il va vous en donner 3 fois la valeur. Carrément, parce que l'État singapourien est très riche. Bon. Pour des raisons, c'est un État entrepreneur qui possède la moitié de la compagnie aérienne Singapore Airlines, qui est la plus prospère du monde, qui possède une partie des compagnies navales, de navigation qui transitent à travers Singapour. C'était un État entrepreneur. Bon, puis qui a créé un fonds souverain qui met... Il n'est pas de la hauteur de celui de la Norvège, parce que ce n'est pas un État pétrolier, mais qui est considérable, qui a ce qu'on appelle un financial clout, une puissance financière considérable, et qui donc peut se permettre de dire, bon ben voilà, cette région-là de l'île, on a décidé que c'est là qu'on met les cimetières. On déterre tous les cimetières de l'île, on les met là, puis les gens qu'on déterre là, on va leur dire, ça vaut 1 million, on vous en donne 3. Bon, personne qui va refuser, hein, parce qu'il va aller s'installer ailleurs, avec ces 3 millions-là, il va être 2 fois mieux installé que là où il était. Bon, je vais vite là, mais je vais montrer... qu'il se passe des choses à Singapour, pour ceux qui ont lu ou qui s'y sont rendus. Hein, bon, la circulation est impressionnante, mais elle est très bien gérée. C'est le réseau autoroutier périurbain le plus efficace au monde, ça, personne ne s'en doute. Mais ça n'a rien à voir avec les réseaux américains. Il y a beaucoup moins de voitures per capita que dans nos pays. Les transports en commun, on investit dans les deux. On ménage les riches, mais on s'assure de donner ce qu'il faut aux gens moins fortunés avec des transports collectifs extrêmement efficaces, métro, autobus, etc.
connexion modale exemplaire, et tout ça parce qu'il y a une technocratie qui est très impliquée dans la transformation du territoire. Alors, moi, je me suis même posé des questions, du même point de vue que je m'étais toujours intéressé sur l'enjeu territorial dans l'agriculture. Qu'est-ce qui permet à l'État de gérer le territoire, de manipuler les effectifs humains, de redistribuer la population, de vider le centre-ville, de créer des villes nouvelles à la périphérie? Tout ça dans la docilité, en se faisant réélire. Bon, il y en a qui vous diront, ce n'est pas des élections vraiment libres. C'est pas vrai. Les élections à Singapour sont libres, les gens peuvent voter pour qui ils veulent. Mais bien sûr, l'État s'organise pour faire ce qu'on appelle du gerrymandering. La carte électorale, elle est modifiée en fonction de ce qui s'est passé aux élections précédentes. Ce qui fait qu'il y a toujours quand même pas plus que 30-25% de la population qui vote contre le parti au pouvoir qui est là depuis le début. Mais peu importe, le parti au pouvoir a une caractéristique fondamentale incontestable chez tous, il est non corrompu. La corruption à Singapour, c'est un péché mortel de la part de qui que ce soit. Un politicien qui se fait prendre à voler 100 $, il perd son passeport, il perd sa citoyenneté, il se fait expulser de son pays, il se fait confisquer tous ses avoirs. C'est féroce. C'est tellement féroce qu'il y a eu un politicien dans l'histoire moderne de Singapour qui s'est fait prendre. Puis, il a eu droit à cette médecine-là. Un professeur d'université qui utilise le service postal de l'université pour sa correspondance personnelle reçoit une sommation. S'il récidive, flac, il est viré. Bon, c'est grave. La discipline sociale est d'une nature assez particulière. Ça a amené des transformations acceptées. Je me suis posé la question, pourquoi? Je vais revenir.